Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Zone Franche de ce dimanche. Ce matin, nous regardons l'histoire en face. Notre République a trop souvent navigué à vue, freinée par une fièvre électorale chronique qui transformait chaque début de mandat en fin de cycle. La 9e législature semble avoir compris l'urgence de bâtir, l'urgence de stabiliser, l'urgence d'honorer la promesse faite à notre jeunesse à travers la révision constitutionnelle, sujet qui dépend la chronique dans notre pays. Comment tout cela a été concocté, de l'élaboration des tests jusqu'au vote, et comment apprécie-t-on les réactions qui s'en sont suivies? Autant d'interrogations qui taraudent les esprits, et donc nous allons en parler ce matin avec notre invité Gérard Gbenonchi. Il est honorable député à l'Assemblée nationale du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Il est par ailleurs le président de la commission des finances. Gérard Gbenonchi, bonjour. Bonjour, cher ami Franck. Merci d'accepter notre invitation. Ce matin, le débat sera fait ensemble avec Éric Guédeno. Éric, bonjour. Bonjour, Franck Arnaud. Bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Honorable Gérard Gbenonchi, bonjour. Bonjour, Éric. Merci d'être avec nous ce dimanche ce matin. Ah, c'est un plaisir. Vous avez tout fait pour réviser notre constitution, une fois encore au milieu de la nuit. En tout cas, d'aucuns pensent que vous êtes retrouvés entre copains politiques pour porter un coup de massue sur notre constitution. Comment vous vous sentez au lendemain de cette révision? Vous pensez être fier de ce que vous avez fait? Merci beaucoup. À vous écouter, je rigole un peu. On a tout fait pour porter un coup de massue à notre constitution, vous avez dit. Je pense que ce n'est pas un coup de massue. Notre constitution n'est pas faite pour ne jamais être révisée. La constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays, n'est pas taillée dans du marbre pour ne jamais bouger, étant donné que la société qu'elle a appelée à réguler, appelée à réguler le comportement, cette société bouge, se développe, et dire que entendre que cette constitution soit immuable, c'est donc passer à côté de la réalité, ou accepter de vivre en permanence dans le passé et puis tout à fait déconnecté de la réalité. Alors, nous avons encore une fois modifié la constitution. Je pense que c'est une très belle chose, et puis moi, mon impression, c'est que je suis, mon état d'âme, c'est que je suis fier d'avoir porté ma voix donc à la révision de cette constitution, parce que il est temps. Vous savez que depuis 1990, nous n'avions pas pu toucher cette constitution jusqu'en 2019. Quand il a fallu la toucher, vous savez, tout le tumulte, à chaque fois que cela fait, personne n'est d'accord qu'on touche à la constitution. Mais je dis souvent, c'est comme une maison, une vieille maison que vous avez. Vous refusez, malgré l'évolution donc du monde, de faire des travaux d'embellissement ou confortatifs pour permettre donc de mieux vous sentir dans cette maison, d'être adapté à la réalité. Et si vous refusez cela, vous n'allez pas avancer. Si nous n'avions pas touché à la Constitution en 2019, vous verrez jusqu'à aujourd'hui, le nombre de femmes qui seraient donc des députés à l'Assemblée nationale tournerait autour de 5 ou 6. Mais aujourd'hui, nous sommes à 29. Et cela a permis donc d'améliorer les scores du Bénin dans ce domaine. Le Bénin est félicité partout où nous allons maintenant dans les sommets internationaux. Ça, c'est une bonne chose. Donc, s'il y a des choses encore à faire, nous devons les faire, étant donné que notre société bouge et puis notre pays est en train d'avancer à grands pas. Et il était temps que notre constitution aussi avance avec le pays pour être adapté aux réalités du pays, et qui parle de réalité du pays. Il n'y a que les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont appelés donc à mettre en œuvre les politiques publiques, qui sont en permanence confrontés à la réalité des choses, qui voient les goulots d'étranglement, qui voient les travaux confortatifs qu'il faut faire pour que notre édifice commune puisse donc être solidifié davantage. En 2019, nous avons fait des travaux d'embellissement, mais maintenant nous sommes allés plus en profondeur en faisant des travaux confortatifs pour permettre que l'édifice soit plus solidité. Puis dans votre introduction, je vous ai entendu parler de solidité de l'édifice. Je pense que c'est vrai. On va apprécier cela tout à l'heure. Honorable, quelle était la priorité absolue pour votre législature de porter cette modification? Quel était l'objectif constitutionnel principal visé? Dès lors qu'une législature s'installe,
la loi fondamentale lui donne donc les pleins pouvoirs pour prendre en compte toutes les priorités de la nation. Donc, ce n'est pas maintenant que c'est devenu une priorité de toucher à la Constitution, mais depuis que la 9e législature a été installée, il faut dire que tout est priorité. Et si nous arrivons à faire quelque chose à un moment donné, il faut dire que cela rentre parfaitement dans notre mission. Et d'ailleurs, la Constitution de notre pays a prévu les mécanismes de sa révision. Et ce que nous avons fait est conforme à ce que la Constitution elle-même a prévu. Donc ça veut dire que nous avons respecté la Constitution, nous avons respecté la loi fondamentale en la touchant parce qu'elle l'a permis, elle a prévu les mécanismes et c'est ce que nous avons fait parce que nous en avons senti la nécessité. Je pense que nous irons tout à l'heure plus en profondeur dans les motivations. Entre autres, le vote c'est basé sur l'article 154. Oui. Alors, très tôt, il y a eu des critiques qui dénoncent un passage en force sans consultation populaire préalable. Que répondez-vous à ces critiques? Passage en force. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu passage en force, mais il y a eu un respect de la loi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le passage en force serait de ne pas respecter l'article 54, puisque l'article 54 a prévu le mécanisme de la révision constitutionnelle dès lors qu'on peut avoir une majorité qualifiée. Et c'est au cas où on n'aurait pas cette majorité qualifiée que la seconde voie, qui est la consultation populaire dont vous parlez, que cette voie peut être envisagée. Alors là, si nous parvenons au terme de l'article 54 à réunir la majorité qualifiée tel que prévu par la Constitution, on ne peut plus là parler de passage en force. On dira que nous sommes restés dans l'esprit de la Constitution, nous avons respecté ce que l'article 54 a dit et il n'y a nullement, aucunement passage en force. Allez, quels sont les premiers retours que vous avez de votre base, ceux qui comprennent, qui ont la faculté d'apprécier ce que vous avez fait à l'Assemblée ce samedi matin? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit déjà, premièrement? Ben, moi, je reviens de ma base comme ça. Je peux me dire que depuis toute la journée d'hier, je l'ai passé à recevoir tour à tour mes militants et je n'ai vu aucun d'eux dire c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait ici. Bien au contraire, tous apprécient ce que nous venons de faire. La révision que nous avons eu à faire, surtout, ils ont apprécié beaucoup le contenu sur plusieurs articles que nous allons aborder tout à l'heure. Que nous allons aborder tout à l'heure. Mais votre base vous accompagne. Est-ce qu'il pouvait se comporter autrement? Mais c'est comme ça, quand la base peut se déconnecter de vous. Est-ce qu'avant le vote, vous êtes allé les voir justement pour leur expliquer ce que vous étiez sur le point de faire? Non, je ne l'ai pas fait parce que la Constitution n'a pas forcément prévu cela. Et ce n'est pas la reddition du compte, c'est que on fait le boulot pour lequel on a été mandaté, puis on vient rendre compte. Donc je suis en parfaite adéquation avec la mission parlementaire. Aucune inquiétude de la part sur ce qui a été fait. Bon, qu'est-ce que nous avons fait de si grave qui puisse donc susciter inquiétude? Nous n'avons rien fait de grave. Nous avons créé le Sénat. C'est ce qui est fait, non? Et dans sa composition, dans ses attributions, nous verrons ça tout à l'heure. Nous avons légiféré pour dire que désormais, si un député démissionne, quitte le parti politique qu'il a porté sur sa liste, il perd son mandat. Alors qu'est-ce que nous avons fait? C'est des choses que les populations reprochaient. Quand vous leur enlevez la possibilité, par exemple, après les élections, de se retrouver régulièrement, comme c'est le cas actuellement, sous le couvert d'une certaine trêve politique, vous êtes sûr qu'ils n'en ont rien dit? Vous auriez souhaité, vous, que nous soyons en campagne permanente, que nous soyons en bavardage permanent. Ce que vous faites depuis ce temps-là, c'est du bavardage, à votre avis? Certains travaillaient, mais d'autres bavardaient. Certains étaient occupés à vouloir trouver solution aux préoccupations des populations, mais d'autres étaient là à faire de la campagne en permanence. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que ceux qui sont en train de conduire les politiques publiques qui savent les difficultés auxquelles ils sont en permanence confrontés et c'est à eux de trouver les solutions. Alors ceux qui ne sont pas sur le terrain, ils peuvent rester à la touche et critiquer, voir tout de travers, voir tout mauvais, mais c'est ceux qui sont aux commandes qui savent
les problèmes auxquels ils sont confrontés dans la conduite de l'action publique, et c'est eux seuls qui peuvent imaginer les solutions pour permettre donc de régler les difficultés auxquelles la gouvernance publique est confrontée. Mais dans ces conditions, honorable Éric, vous allez y arriver tout à l'heure, à quoi va servir le financement public qui est octroyé aux partis politiques si, pendant plusieurs années, on dit mettez une pause, on ne commencera l'activité politique à 1 an peut-être des élections, je ne sais quoi. À quoi ça va servir? Les fonds vont dormir dans les caisses des partis politiques? Donc, est-ce qu'on vous a dit que le financement public permet aux partis politiques de bavarder seulement? Est-ce que c'est bavarder? Ce que vous appelez bavarder, nous appelons ça peut-être l'animation de la vie politique. Ah non, et puis ce n'est pas interdit. La révision que nous venons de faire n'interdit pas l'animation de la vie publique, la formation des militants, la reddition des comptes, aller dire aux populations ce qu'on est en train de faire pour elles, aller recueillir leurs impressions, leurs besoins, ce qu'elles veulent qu'on leur fasse. Alors ça, tout ça là, c'est de la politique, c'est l'animation de la vie publique. Mais ce qui est interdit ici, c'est la remise en cause systématique de l'action publique que ceux qui ont été élus sur cette base sont en train de conduire. C'est ce que nous voulons, c'est ça que nous voulons éviter pour permettre que ceux qui ont été élus sur la base d'un projet de société qu'ils ont transformé en programme d'action du gouvernement, qu'on puisse leur permettre de mettre ce programme-là en œuvre et qu'à la fin, lorsqu'on se rapproche des élections, que les gens peuvent commencer la campagne pour pouvoir évincer ci ou ça, mais avant cela, il faut qu'on soit dans la critique constructive, dans la critique proposition, mais non dans la remise en cause systématique de ce que ceux qui sont aux affaires sont en train de faire, ou même décider donc de leur mettre le bâton dans la roue. C'est cela que nous avons. La révision actuelle veut éviter, proscrire tout cela pour que on puisse permettre aux gens, ceux qui sont élus, de conduire les actions publiques. À la fin, on va évaluer si les populations pensent qu'ils ont été efficaces à la tête du pays, ils vont leur renouveler leur confiance. Si tel n'est pas le cas, alors les populations ne voteront plus pour ces personnes-là. Donc c'est ce que l'éthique que nous avons voulu instaurer donc, dans la conduite des affaires politiques du pays. Et c'est pour cela la trêve politique dont on parle. On va y revenir tout à l'heure. Honorable Gérard Benonchi, vous dites être fier de ce que vous avez fait, et c'est que votre base aussi qui vous accompagne. Mais vos collègues de la minorité parlementaire, notamment les démocrates, dénoncent un vol de voix dans le processus de révision, refusent de reconnaître cette révision arrachée par la fraude et exigent des explications justement sur la disparition des voix et la responsabilité des coupures d'électricité à l'occasion du vote. Appellent à un audit indépendant du processus de vote et interpelle la communauté nationale et internationale. Alors, ceux qui parlent ainsi, est-ce que jusque-là, vous les avez vus une seule fois accepter quelque chose dans ce pays comme étant bien fait? Non. Jusqu'ils sont dans le déni permanent, dans la remise en cause permanente. Rien n'est bon, tout est mauvais. Mais à chaque fois qu'ils ont saisi les juridictions pour se faire entendre raison, ils ont été rétorqués. Aucune juridiction ne les a jamais suivis jusque-là. Ni les juridictions de droit commun, ni la Cour constitutionnelle, à chaque fois qu'ils ont fait des recours, vous voyez, parce que leurs récriminations ne sont pas souvent fondées. Je pense au moins que vous avez suivi tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous aviez vos caméras, j'ose croire. Alors, on dit qu'il y a eu coupure de courant. On a eu toujours de coupure de courant à l'Assemblée nationale, mais ça ne dure que quelques secondes, comme ça existe partout, le temps que le groupe prenne le relais. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant qu'il y avait eu cette coupure légère, beaucoup en même temps ont allumé, les portables, les smartphones portent aujourd'hui des lampes, plusieurs ont allumé leurs lampes, et c'est en quelques secondes qu'il y a eu retard. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en cette période? On va voler comment? Je ne sais même pas de quel vol il parle. Comment c'était possible? Je ne sais pas. Parce que quand on a fait le décompte, vous avez vu, il y a les pictogrammes qui étaient là. Il y a l'écrit en chiffres qui était là. Et ceux qui ont des portables ont pu les capter. J'en ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Et vous savez que la loi dit, en cas de conflit entre le pictogramme et l'écrit en chiffres, c'est le pictogramme qui l'emporte. Au moins les yeux voient le pictogramme pour voir. Nous avons 3 carrés barrés. Ça fait 5 fois 3, 15. Et un carré non barré, ça fait 4. Ça fait 19. Au lieu de 18 qui est écrit, il peut y avoir une erreur de décompte de la part du scrutateur. C'est pour ça que la loi a prévu qu'en cas de conflit
entre le pictogramme et l'écrit en chiffres, c'est le pictogramme qui l'emporte. Alors au moins, ils ont les yeux pour voir le pictogramme et eux-mêmes pour dire non, c'est 19 au lieu de 18. Et puis le scrutateur ayant été reproché a barré bien le 18 pour dire c'est bien 19. Alors tout le monde a vu, sauf ceux qui ne veulent pas voir, sauf ceux qui veulent s'accrocher à un petit détail pour commencer à se victimiser, dire c'est à cause de ça que nous avons été vaincus. Mais au superflu, si même on admettait, s'ils contestent une voix, mais au moins je pense que l'écart, ce n'est pas une voix. L'écart, c'est plus qu'une voix. Même si on enlevait cette voix, la victoire est là quand même. Alors, honorable, vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont dans le déni permanent, ils sont dans la remise en cause permanente et qu'ils ne voient rien de bon. Est-ce que c'est finalement l'attitude des démocrates qui vous a inspiré ce test de loi-là que nous avons aujourd'hui, cette révision? Comment est-ce que... Ce n'est pas forcément l'attitude des démocrates. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la conduite de l'action publique, on est confronté à des difficultés. Mais on ne peut pas exclure aussi l'attitude des démocrates. Puisque, en permanence aussi, y compris leurs chefs et eux-mêmes, nous vivons avec eux, nous travaillons ensemble avec eux au Parlement, nous sommes dans la République avec eux, nous voyons que eux, c'est systématiquement la remise en cause de tout ce qui s'initie de l'autre côté. Alors, je ne pense pas que ce soit ça à l'opposition. L'opposition doit être constructive, à faire des critiques constructives, à porter, mais si on est dans la remise en cause permanente, je pense que y a des choses qui sont même plus graves, qui si on les révèle à la face du monde, on va dire donc ceux-là, ils sont en train de freiner l'action publique, d'empêcher la mise en œuvre de l'action publique. N'eût été quelqu'un de si génial, performant comme Patrice Talon, il n'aurait pas pu évoluer. Mais quand vous décrivez cette façon l'opposition d'animer la vie politique, ça avait été toujours le cas depuis toujours. Passant par Kérékou. Alors pourquoi c'est aujourd'hui que ça devrait poser problème? Non, donc nous avons toujours vu l'opposition. Je peux dire que moi-même qui suis ici, j'ai été des partis politiques de l'opposition. Je ne pense pas que c'était comme ça qu'on opérait. On faisait beaucoup de propositions au pouvoir en place. Nous, on s'asseyait, on examinait tout ce qui se faisait et puis on voit là où on pense que c'est mal fait et on faisait des propositions écrites qu'on adressait au pouvoir. C'est cela qu'on aide à construire un pays. Mais ne rien proposer, mais toujours remettre en cause ce qui se fait, je pense qu'on n'est pas pour l'avancement du pays. On va voir les nouvelles dispositions contenues dans cette nouvelle révision de notre Constitution. On commence par le mandat qui est passé de 5 à 7 ans. Alors, c'est quoi l'objectif justement? Pourquoi les députés ont pensé porter le mandat présidentiel à 7 ans? Merci beaucoup. Oui, si vous prenez les 5 ans, nous avons expérimenté les 5 ans depuis 35 ans. Depuis 35 ans, c'est 5 ans. Donc, il est temps de l'évaluer. Et j'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont aux affaires évaluent. Et ce que nous constatons en général, c'est que lorsque quelqu'un est élu pour 5 ans, on va dire 5 ans, c'est beaucoup pour travailler, mais c'est aussi trop long pour bavarder. Et à l'inverse, 7 ans, c'est suffisant pour travailler, mais aussi beaucoup trop long aussi pour bavarder. Alors, pour me résumer, c'est que pour la conduite de l'action publique, on a besoin du temps, de la conception, de la planification et de l'exécution et de l'évaluation. Alors, aujourd'hui, quand on fait des réformes lourdes, comme tout ce qui se fait aujourd'hui, le temps de tout ça doit dépasser 5 ans. Ça doit aller au-delà du terme moyen, ça doit aller au-delà de 5 ans. Donc, c'est pour cela que nous avons imaginé qu'il faille aller à un mandat de 5 ans pour ne plus être en train de gérer l'urgence. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il va prendre 2 ans pour s'asseoir, 2 à 3 ans pour s'asseoir et concevoir. Il commence la mise en œuvre en 1 an. Il a 1 an déjà devant lui pour se préparer pour autre élection et être dans la justification parce qu'il est attaqué de toutes parts. Il doit se justifier. Finalement, les énergies sont gaspillées, éparpillées et on n'arrive pas à bien implémenter ce pourquoi on est élu, sauf si on est un génie comme Patrice Talon. Mais on n'est pas sûr toujours d'avoir des génies à la tête du pays. Il faut réfléchir à long terme. Et prévoir qu'un jour, nous pouvons avoir même à la tête du pays, pas quel Achille, c'est même médiocre.
Mais il faut baliser le terrain pour que le pays soit en mode pilotage automatique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin dans les réformes, d'où cette réforme constitutionnelle, pour permettre que les gouvernants aient un temps suffisant pour concevoir, planifier, exécuter et évaluer. Finalement, est-ce que le problème se trouve dans la durée du mandat ou dans le choix que nos populations nous faisons à chaque consultation électorale? Si nous avons, c'est pourquoi il y a souvent plusieurs candidats, au moins 2 candidats, on doit faire un choix. Si nous faisons un choix pertinent, est-ce qu'on a besoin d'avoir les 7 ans dont vous parlez? Patrice Talon a eu 2 fois 5 ans et on a vu ce qu'il a fait à la tête du pays. Quand il a fait 2 fois 5 ans, comment vous l'évaluez? Il a bien fait, oui. J'ai dit, on n'est pas sûr d'avoir toujours des génies comme Patrice Talon. Je vous l'ai dit. Et si même Patrice Talon qui est là, qui en 5 ans, vu ce qu'il a vu, est d'accord pour la proposition de révision que nous avons initiée, s'il est d'accord, c'est qu'il la trouve pertinente. Lui qui a été aux affaires et qui a fait 5 ans, qui a vu, qui est d'accord avec les motivations que nous avons, qui sous-tendent donc cette proposition de révision, ça veut dire qu'il est aussi d'accord de nos constats. Et nous sommes en phase par rapport à cela pour dire que 5 ans, c'est peut-être beaucoup trop pour bavarder, mais pas trop suffisant pour concevoir, planifier, exécuter, évaluer. Il faut aller au-delà pour permettre que les gouvernants ne soient pas dans la gestion des urgences, pour que dès lors qu'ils sont aux affaires, qu'ils soient en train de regarder à la montre à chaque 5 minutes, pour qu'ils ne soient plus trop bousculés dans la conduite des affaires publiques. C'est pour ça que nous avons voulu rallonger donc ce mandat à 7 ans. Alors ce mandat plus long n'augmente-t-il pas le risque de concentration de pouvoir dans la main d'un individu? Non, pas du tout, puisque autant on a augmenté la durée du mandat, on a créé maintenant des contre-pouvoirs. Un autre contre-pouvoir qui est le Sénat, qui est un contre-pouvoir suffisant et puissant. On va y arriver. Mais dans le cas où on a un président, vous avez estimé que c'est parce que Patrice Talon est génie qu'il a réussi à faire 5 ans. Mais quand on sera en face d'un président qui est tout le contraire de Patrice Talon, est-ce que 7 ans ne va pas être un poids pour les populations de subir et de supporter? Non. Quand on fait de bonnes choses, vous ne subissez pas, mais vous admirez. Vous aurez souhaité même qu'on aille au-delà. Vous avez vu Patrice Talon en train de faire 10 ans, mais je peux vous dire que personne n'est d'accord pour qu'il parte. La majorité, en tout cas. Vous avez des statistiques? Mais oui, nous cause avec beaucoup de gens. Personne n'est d'accord. Ils sont même surpris que, en face de toute cette prouesse, de tous ces résultats élogieux, pourquoi Patrice Talon est en train de partir? Et je peux vous dire même, ce n'est pas un secret de police, c'est que même des investisseurs sont désabusés de ce que Patrice Talon soit en train de partir. Il doit partir. Il doit partir, mais parce que lui, il est élégant, galant. Mais quand on a Patrice Talon comme président, dans une autre république, nous avons fait un président qui fait peut-être pas le travail bien comme Patrice Talon. Mais comment on fait? Non, je se dis qu'avec 5 ans, ça va vite passer. C'est pour ça qu'on a tous ces contre-pouvoirs. Que le Sénat que nous sommes en train de créer aussi, aujourd'hui, va jouer un rôle de régulateur. C'est pour d'où la seconde lecture des lois, l'avis de non-objection donné en première lecture, la seconde lecture, pour permettre que l'action publique soit cohérente, pas déconnectée donc dans la suite, et soit pertinente, soit qu'on ait la stabilité politique et institutionnelle dans le pays. Pour que demain, quelqu'un ne vienne pas pour vouloir agir de façon tout à fait déconnectée de tout ce qui a été fait jusque-là. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place le Sénat qui jouera un rôle de régulateur, en quelque sorte, de l'action publique. Donc, on n'a rien à craindre dans ce domaine-là. À travers la révision que vous avez actée, nous avons désormais le Sénat, c'est bien cela. Oui. Alors, comment garantissez-vous qu'il ne soit pas un simple doublon de l'Assemblée nationale et quel sera son rôle spécifique de nos ans? Non, le Sénat ne sera pas un doublon de l'Assemblée nationale, mais sera un complément à l'Assemblée nationale. Et vous savez, avec la création de la Sénat, nous passons au bicaméralisme. Le Bénin passe totalement au bicaméralisme. C'est bien dit dans l'article 79 nouveau, dans la loi, que le Parlement est constitué donc de 2 chambres, de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale légifère, le Sénat régule. Donc, il ne s'agit pas d'un doublon.
chaque institution, chacune des chambres est dans son rôle. L'Assemblée nationale légifère, et le Sénat régule, donne son avis de non-adoption sur un certain nombre de lois, mais aussi peut aussi demander une seconde lecture d'elle-même, ou que le chef de l'État lui demande de faire une seconde lecture sur certaines lois pour permettre que l'une complète l'autre, pour que nous ayons donc un filtre politique et technique sophistiqué, pour que nous n'ayons plus de déchets dans les lois donc, qui conduisent l'action publique dans notre pays. Alors, Patrice Talon, dans sa dernière sortie, a dit qu'il souhaite de tous ses voeux que lui et puis son grand frère Boni Yayi puissent s'éloigner de la politique une fois son mandat terminé. C'est la trouvaille que pour recaser et pour enfin, éloigner les deux de la politique. Bon, pas pour éloigner, mais pour laisser les gouvernants élus conduits de façon tranquille sur pourquoi ils ont été élus. Moi, quand j'ai entendu cette déclaration, je vois que Patrice Talon est souvent honnête. Vous savez qu'il dit ce qu'il pense. Et quand il le dit, c'est sincère. Et lui, même s'il n'y avait pas le Sénat, il ne se comporterait jamais comme son prédécesseur se comporte. Nous avons vu dans ce pays, Kérékou, quand il a passé la main à son successeur, n'a plus jamais placé mot. Pourquoi dans l'action devrait se comporter comme Talon? C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. C'est ça qui est l'idéal. Je vois ailleurs certains présidents de la République intervenir, mais pas pour tenter de bloquer systématiquement, de s'opposer systématiquement à ce que le successeur il n'a rien à main, il n'est pas aux affaires, c'est pas lui qui décide. Pourquoi vous savez pas, on prend les déclarations, les agissements de Boni Yayi comme des de bloquer. Dans la conduite de l'action publique, vous savez pas la force que représente la parole de certaines personnes. Quand un ancien président de la République dit certaines choses, l'écho que ça fait, jusque dans les oreilles des investisseurs, que je peux vous dire, moi j'ai eu des indiscrétions qui m'ont fait donc rougir. J'ai dit, mais comment ça? Si on vous dit que depuis 2 ans, aucun investisseur privé n'a plus accepté de venir investir 1 franc au Bénin, justement parce qu'ils entendent les paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes qui sont béninoises. Est-ce que cela, vous en êtes content? Vous en serez content? Qu'est-ce que vous avez fait pour les rassurer alors? On fera rien pour les rassurer, c'est ce que nous sommes en train de légiférer pour les rassurer qu'il n'en sera plus ainsi. Il ne faut pas que des paroles des Béninois détournent les investissements privés. Mais oui, c'est comme ça. Pas pour Yayi Boni, c'est pour la postérité, pour tous les Béninois. Quand on est aux affaires, on constate des perversités qui entravent l'action publique, qui compromettent l'avenir de milliers de jeunes Béninois qui sont en quête d'emploi et pour lesquels on a inventé par exemple Bodjigbe, et les industries sont en train de s'installer. Si vous allez là-bas, c'est des milliers de jeunes Béninois qui ont trouvé leur emploi là. Mais si par les paroles de certains Béninois, on doit mettre tout cela en cause, on ne peut pas accepter ça quand on est responsable. On ne peut pas accepter ça. Il faut légiférer pour corriger ce qu'on constate dans la République, dans la conduite de l'action publique, comme étant un danger pour la République. Il faut légiférer pour régler cela. Alors, aidez-nous à mieux comprendre, peut-être avec des exemples, des problèmes concrets que le Sénat peut nous aider justement à trouver des solutions à régler dans son fonctionnement, ou ses domaines de compétences. Vous avez entendu, c'est dans la loi, sa mission, on dit 1, l'avis de non-objection par rapport aux lois qui sont votées, par exemple les lois sur le code électoral, les lois qui sont votées, donne son avis de non-objection. Vous dites oui, c'est bon. Quand il fait l'avis de non-objection, c'est que c'est bon. Le président de la République peut promulguer la loi. Mais si elle constate des déchets dans la loi ou des incohérences de cette loi votée par rapport aux lois qui existaient, vous avez vu la composition de ce Sénat-là. C'est des personnes d'expérience qui ont été aux affaires, qui connaissent, qui voient qu'il y a des incohérences entre la loi nouvelle soumise et puis celle qui existait. Alors, il demande une seconde lecture. Donc, les députés doivent retourner pour aller revoir leur copie, pour permettre que les lois qui, au finish, seront promulguées par le chef de l'État
soient des lois propres, qui consacrent la cohérence de l'action publique, la stabilité institutionnelle et qui préservent la paix et le développement dans notre pays. C'est pour cela que ce Sénat a été créé. Est-ce que cela ne fera pas naître une rivalité entre le Sénat et puis l'Assemblée nationale? Parce que quand on va rentrer dans le feu de l'action et que des députés vont vouloir légiférer sur une loi et que le Sénat les retoque, est-ce qu'ils n'auront pas dit aux populations, nous avons envie de vous voter telle loi, mais c'est le Sénat qui bloque? Ah non, il n'y a pas de rivalité. J'ai dit tout à l'heure que c'est une complémentarité. Alors, si nous votons une loi, nous députés, nous votons une loi, le Sénat sera objectif pour dire, ah, dans cette loi, il y a telle chose qui ne vont pas. Et nous suggérons que vous ayez revoir. Et je suis sûr que quand le Sénat va le dire, dans ses motivations, quand nous allons le lire, nous saurons que le Sénat a dit vrai. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il soit là. Puisqu'on peut voter, on a toujours voté des lois et on a laissé passer dans le filtre certaines choses. Quand on fait un recul, on voit après que voilà qu'on n'avait pas cette chance. Qu'il y ait par exemple un organe régulateur ainsi pour nous demander d'aller revoir notre copie. Donc c'est comme ça, ça va fonctionner. Et si on voit qu'effectivement ce que le Sénat a dit est vrai, nous revenons à la charge pour nous mettre en conformité. Mais dans le cas contraire, il peut y avoir conflit entre nous et le président de l'Assemblée, le président de la République, et l'Assemblée nationale ne se conforme pas, alors que le président de la République veut que l'Assemblée corrige selon les indications du Sénat. Dans ce cas, on dit, c'est ce que le Sénat a dit qui prévaut. Donc la loi, au-delà de 30 jours, sera promulguée dans son état tel qu'indiqué par le Sénat, au-delà de 30 jours. Alors, honorable, vous êtes président de la Commission des finances. Oui. Combien va coûter le fonctionnement du Sénat aux contribuables béninois? Et mieux, c'est qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites sous Patrice Talon pour diminuer les charges de l'État. On veut organiser les élections générales pour éviter le coût trop, parfois exorbitant de l'organisation des élections. On a tout fait pour rationaliser les dépenses au sommet de l'État. Maintenant, vous créez une institution, un organe qui doit fonctionner. Comment tout cela peut se comprendre? Merci beaucoup. Combien va coûter le Sénat? Vous partez du postulat selon lequel la stabilité a un coût, certes, mais l'instabilité a tout le coût. La stabilité coûte quelque chose, mais l'instabilité coûte tout. Et quand on crée un organe comme le Sénat pour anticiper sur les crises éventuelles, c'est une bonne chose que d'avoir à gérer les crises. Et moi, j'ai reçu d'appel d'un ami qui est dans le système des Nations Unies, il est à l'extérieur, qui m'a appelé, dit, Gérard, ce que vous êtes en train de faire au Bénin, là, vous faites ce que beaucoup de pays n'ont pas réussi à faire. Vous anticipez sur les crises plutôt que d'avoir à les gérer. Gérer les crises, c'est trop compliqué. C'est pour ça que on ne doit pas regarder le coût. Quoique, je puis dire que depuis 2016, on a une gouvernance responsable, une gouvernance de rationalisation des dépenses publiques. Et tout ce qui se fait, donc, est fait dans la logique de faire beaucoup d'économies au pays. Je puis vous dire que cette loi, cette Sénat qui est en train d'être créée, a été déjà pensée. Et les dépenses relatives sont donc intégrées à la trajectoire budgétaire du pays. Le coût de son fonctionnement sera public. Redevabilité et transparence oblige. Sera maîtrisé et sera supportable pour l'économie de notre pays. Je puis vous le dire. On n'a pas encore évalué, mais c'est intégré, je vous dis, c'est intégré à la trajectoire budgétaire du pays. Et puis c'est combien? On a limité déjà par le nombre, 25. Oui, et la plupart sont des gens qui ont une situation déjà. Si vous voyez, ancien président de la République, ils ont la pension d'ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée, ils ont la pension d'ancien président. Ils ont un standard de vie également qu'il ne faut pas rabaisser. Également. Non, ceux qu'ils ont déjà, ils ne coûteront pas plus cher. Il n'y aura que quelques indemnités de session. Il n'est prévu que 4 sessions ordinaires de 21 jours dans une année, sauf session extraordinaire. Ça ne coûtera pas grand-chose. Donc, il ne faut pas craindre le coût du fonctionnement du Sénat parce que ce ne sera pas du tout significatif. Et tel que je l'ai dit tout à l'heure, même si ça avait un coût, la stabilité, le gain
le retour sur l'investissement est assuré, est comparable par rapport aux dépenses qu'on aura à faire si on était confronté à une crise qu'on doit gérer. Alors, honorable, on revient sur la question de la trêve politique, puisqu'il est dit, nous avions entendu que la Sénat doit observer le rôle, les actions des acteurs politiques et même à la possibilité de sanctionner. Eh oui, mais on ne peut pas avoir créé une trêve politique non assortie de sanctions. Alors, quelle est l'application? Si on crée une trêve politique sans sanction, ça veut dire que personne ne la respectera, cette trêve. Mais vous savez aussi que déjà, en l'état actuel, en l'état de notre législation, il y avait déjà la trêve politique. Et la trêve politique, c'était d'1 an, mais la campagne est pour 45 jours. Vous savez, il y avait ça déjà, mais comme on n'a jamais dénommé ça trêve politique et qu'on n'a jamais assorti cela de sanctions, personne ne s'en préoccupe. Maintenant, nous avons voulu coller un nom à cela et l'organe qui est chargé donc de veiller à son application intégrera dans son règlement intérieur les mécanismes de sanction de ceux qui vont enfreindre donc à ces dispositifs. Et c'est bien précisé que les sanctions iront de la suspension au retrait des droits civils et politiques. C'est très clair. Une trêve de commun accord avec toutes les parties prenantes normalement. Tous les partis ne sont pas représentés. C'est qui vous appelez partie prenante? Les partis politiques. Y a-t-il l'Assemblée nationale, y a-t-il un organe plus représentatif que l'Assemblée nationale? Mais nous n'avons pas tous les partis qui sont représentés. Mais ceux qui sont allés aux élections, s'ils sont allés aux élections, ils ont échoué. Est-ce que vous avez pris l'avis quand même des autres partis politiques? C'est comme ça, c'est comme ça l'Assemblée nationale fonctionne, non? On a le pluralisme démocratique à l'Assemblée nationale. Vous avez vu un parti d'opposition participer au vote. Il y a certains de leur camp qui ont voté pour, ça veut dire qu'il y a consensus national. Il y a 19 qui n'ont pas voté. Mais 19, ça c'est la minorité. La loi de la majorité s'applique de façon implacable à cette minorité qui n'a pas réussi à avoir la minorité. Vous n'avez pas l'impression comme par le passé. Par le passé, ils ont pu avoir la minorité de blocage, mais cette fois-ci, ce n'est pas passé, parce que ça veut dire que les mentalités évoluent. Dans le camp, certains ont vu que les réformes étaient pertinentes et on vous n'avez pas du tout l'impression que vous imposez à la classe politique une trêve qui sera difficile à supporter? Ah bon? Difficile à supporter par qui? Par les acteurs politiques. C'est quoi la trêve? On a donné du contenu à la trêve, on a dit, vous pouvez critiquer, vous les journalistes. C'est pas encore clair. Vous pouvez continuer à critiquer, à proposer, à dire on aurait dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ça. Maintenant, on dit, ce qui est proscrit, c'est la remise en cause systématique au point de se lever pour aller bloquer l'action publique. Par exemple, je prends un exemple. Oui, allez-y. Vous avez vu dans ce pays, l'État qui a créé le cadre d'investissement qu'on appelle GLODIG-B, où les usines sont en train de s'implanter, a voulu sécuriser la matière première pour les usines, parce qu'une usine sans matière première ne peut pas tourner. Alors, c'est responsable de vouloir sécuriser la matière première. Et quand on a sécurisé la matière première, il y a des populations indisciplinées qui passaient par 1000 voies pour amener nos produits, nos matières premières dans d'autres pays voisins. L'État a décidé de bloquer ces voies. Mais des gens dans ce pays se sont levés contre ça et ont voulu aller ouvrir les voies de force pour que les populations emmènent ailleurs nos matières premières. Vous voyez ça comme de la critique? Ça, c'est pas de la critique, ça. Ça, c'est l'entrave à l'action publique. Et c'est cela que nous voulons. Et si le Sénat devrait se prononcer dans cet exemple, on s'adresse à qui? Aux acteurs politiques qui ont demandé aux citoyens d'aller vendre leurs matières premières à l'extérieur, ou les citoyens ordinaires qui ont senti le besoin d'aller vendre leurs produits à l'extérieur? Non, mais ce s'applique à qui? Seulement aux acteurs politiques ou à tous les citoyens? Non, mais ceux qui sont dans le champ politique, qui parlent, qui critiquent, c'est dans le champ politique, surtout les responsables politiques. Les citoyens ordinaires ont quoi à foutre dans ça? C'est ceux qui sont dans le champ politique, qui sont des responsables politiques, mais qui n'entendent pas le temps de la campagne pour remplacer ou évincer celui qui est là, mais qui, parce qu'ils ont échoué aux élections, veulent user donc d'autres moyens pour bloquer celui qui est aux affaires, pour le mettre dans l'incapacité de conduire les actions publiques afin de s'en prévaloir après pour le remplacer. Donc c'est cela, et c'est pervers, c'est cela qu'on a voulu proscrire. D'accord. On va évoluer dans le débat. Quelle est la prochaine étape formelle et qu'est-ce que vous entendez faire au niveau
du Parlement pour que les gens soient informés de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale? Ben, nous le faisons déjà. Vous avez le site de l'Assemblée nationale où toutes les lois que nous votons sont publiées sur le site de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le Parlement ouvert. Notre Parlement est un des plus ouverts de l'Afrique, je vais dire. On a été noté donc, à l'international comme étant le Parlement le plus ouvert. Hein. Et aujourd'hui, en plus de cela, nous avons les députés dans leur rôle de reddition de comptes. Quand nous finissons, nous descendons dans nos bases, dans nos fiefs, pour aller rendre compte aux populations qui nous ont mandatés de ce que nous avons fait en leur nom, de ce que nous avons fait de leur mandat. Et tout cela sera fait, rassurez-vous. Et les partis politiques aujourd'hui qui ont des députés à l'Assemblée nationale ont pris des dispositions pour que systématiquement leurs députés descendent souvent sur le terrain pour expliquer aux populations ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Je puis dire ce que je maîtrise le mieux, c'est les partis de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste et le Bloc républicain ont ça dans leur programme d'activité et financé par les partis. Nous descendons pour dire aux populations, expliquer aux populations ce que nous faisons donc du mandat qu'elles nous ont confié. Alors, qu'est-ce que vous allez faire des récriminations du parti les démocrates qui demandent l'audit et tout, ou c'est du chien à bois, la caravane passe? Donc, il faut faire ce que la loi a prévu. Ils connaissent les voies de recours. Si ce qu'ils disent là est prévu par les tests, alors qu'ils usent des voies de recours. Ils connaissent mieux que quiconque les voies de recours. Quand on n'est pas content de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la loi a prévu comment il faut se comporter. Et ils connaissent la voie plus que quiconque, plus qu'ils ont usé de ces voies plusieurs fois déjà. Donc, libre à eux, nous on attend. Donc, on est en démocratie. Si ils usent de ces voies de recours, ils ont raison. Il est arrivé une fois où ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui nous a demandé d'aller reprendre notre travail. Et nous avons tempéré. On est revenu refaire. Alors, donc, voilà. Comment vous avez observé le comportement des démocrates au cours de ce vote-là? Parce que depuis longtemps, vous avez dit qu'ils sont restés compacts, ils votaient contre, ils rejetaient tout, ils n'approuvaient rien de ce que vous proposez. Cette fois-ci, vous les avez vus comment? Mais ils sont restés égaux à eux-mêmes. Donc, c'est dans leur posture et puis on le leur concède. C'est leur rôle. Hein. Malgré ça, vous avez réussi à convaincre quelques-uns parmi eux. On n'a pas dit qu'on va pas dire qu'on... Oui, de par l'argumentaire, tant on a fait l'exposé des motifs, tant en commission qu'en plénière, dans la lecture du rapport, les débats, les interventions de leurs collègues ont convaincu certains à dire, mais ce qu'on fait là, on dit là est pertinent. Et eux-mêmes, ils ont eu copie du test de loi, ils ont lu, et beaucoup sont convaincus que c'est pertinent pour le pays, pour la République, et ils ont accompagné. Donc, personne ne doit leur en vouloir. On ne sait pas qui, mais moi, je ne connais pas. Il y a eu des procurations, il y a eu beaucoup de procurations dans leur rang. Bon, procuration, ils ont pris... Là. Non, ils ont pris, c'est du fonctionnement interne de chaque parti politique, de chaque groupe parlementaire que, à l'Assemblée nationale, le mécanisme de la procuration, c'est prévu par les tests. Lorsque, par exemple, un député est empêché, il est absent, il donne procuration à un élément de son groupe parlementaire et lui dit le sens dans lequel il voterait pour lui. Il exprimerait son vote. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Si en leur sein, ils ont fait une organisation interne, mais je ne pense pas que nous, on a quelque chose à dire par rapport à cela. C'est de leur droit. Honorable Gérald Benonchi, vous avez augmenté aussi le nombre de mandats des députés et des maires. Oui. Comme quoi, vous aussi, vous comptez faire 7 ans. Pas nous aussi, nous comptons. Il faut aligner les mandats. Vous voyez, depuis quelque temps, c'est ce que nous faisons. Quand on a porté le mandat des députés à 5 ans, c'était pour l'arrimer sur le mandat présidentiel. Parce qu'on a vu qu'on fait maintenant des élections. Il faut qu'on ait la cohérence dans la conduite de l'action publique. C'est pour être cohérent avec ce que nous avons entamé depuis quelque temps. C'est pour être cohérent avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous voulons nous offrir un quelconque confort personnel. Non, pas du tout. C'est pour la cohérence de l'action publique. D'accord. Une disposition indique que tout député qui démissionne de son parti paie son mandat. Oui. Pourquoi avez-vous pensé à ça? Non, on n'a pas pensé à ça maintenant. Ça a toujours agité les esprits. Vous savez que même vous nous avez toujours critiqué sur vos plateaux en ce qui concerne la transhumance qu'on observe dans l'action politique. Et nous-mêmes, ça nous a toujours gênés. Tous les politiques ont été d'accord pour qu'on
on légifère par rapport à cela pour éviter la transhumance. Mais nous avons été toujours bloqués face à un obstacle, c'est que comme dans la Constitution, ce n'était pas écrit, dans le code électoral, il était impossible d'aller dans ce sens, parce que la Constitution a dit pas de mandat impératif. Alors, si la Constitution dit ça, et puis après vous dites que un député qui démissionne de son groupe perd son mandat, c'est comme si vous disiez que c'était un mandat impératif, mais maintenant qu'on l'a mis dans la Constitution, ça veut dire la même Constitution qui a dit ça, a fait une ouverture pour ça là. Et a dit, mais ça là, je ne suis pas d'accord. Quand un député quitte le parti qu'il a porté sur sa liste pour qu'il soit élu, il faut qu'il perde son mandat. Donc, ça veut dire qu'on instaure dans l'action publique l'éthique qu'il faut, parce que ça a toujours gêné tout le monde, y compris moi. D'accord. Alors, on prend un exemple. Oui. Récemment, 6 députés du Parti Les Démocrates ont démissionné à l'Assemblée nationale. Donc, si on doit rester en cohérence avec cette disposition, c'est que systématiquement, ils ne sont plus députés. Ils ne sont plus députés et leurs suppléants Mais ils sont appelés. Vous les avez bien accueillis, vous? Mais pour le moment, au terme du droit positif actuel. D'accord. Donc, la loi, ça vous a profité maintenant et désormais vous... Bien sûr, maintenant, pas profiter, mais on se conforme à la loi, en l'état actuel de la loi. Mais si quelqu'un le fait après le 11 janvier, après l'installation de la 10e législature, ce ne sera plus possible. Voilà. Alors Eric, nous allons passer en revue quelques sujets. Est-ce qu'il y a encore d'autres dispositions dans cette révision qui vous intéressent, sur laquelle vous souhaitez vous prononcer? Bon, je pense que... on n'a pas encore le contenu. Je pense vous avez au moins pas le contenu. Je pense qu'on a abordé tout. On a créé le Sénat, on a eu ses attributions, on a parlé des mandats, on a parlé de la perte du mandat de députés qui démissionnent. Je pense qu'en gros, ça c'est le contenu de la loi. Ça n'a pas fait grand-chose. Oui. Allez, quelques sujets de l'actualité politique. Nous allons, au niveau de l'UPR, comment vous préparez pour les élections? Vous avez vu très actif à la Sénat, déposer les listes, et ainsi de suite. Comment ça se prépare? Non, ça se prépare bien, comme d'habitude. Vous savez, on ne met pas sur la place publique ce que nous faisons. Je pense que nous sommes en train de nous préparer sérieusement. On a fini avec la phase des communales. On est en train de préparer maintenant nos listes pour les législatives qu'on a déposées dans la... Vous savez que le dernier délai, c'est mercredi prochain. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'on sera dans le délai. Mais la phase des communales n'a pas été du tout facile pour vous. Ah ben c'est comme ça. Ça n'a été pas facile pour personne. Et vous avez vu, des gens sont laissés sur le carreau parce qu'ils n'ont pas pu. Mais pour nous qui avons pu finir, nous, on a été les premiers à obtenir notre récépissé provisoire et on a pu, tout ce qui nous a été reproché, on a pu le corriger dans le délai. Et nous attendons donc le récépissé définitif. Et je pense qu'on l'aura certainement parce qu'on a pu apporter tout ce qui nous a été reproché, on a pu donc tout corriger. Alors, comment vous réagissez, en tout cas, au fait, par exemple, que les démocrates n'ont pas pu valider le liste, d'abord pour les présidentielles, ensuite pour les communales? On a toujours le sentiment qu'ils sont toujours l'élève le plus mauvais de la classe. Bon, moi, je ne sais pas si c'est ce que je dois dire, mais les faits tendent à dire cela, parce que si on dit quelqu'un est recalé, vous ne pouvez pas rester quelque part et dire qu'il est bon. Je constate, malheureusement, ce qui leur arrive. Je ne suis pas content. J'aurais voulu qu'ensemble on continue à la marche, mais ce qui leur arrive là, ça ne me réjouit pas. Pourquoi les démocrates? Pourquoi? C'est à moi, vous posez-leur la question. Posez-leur la question parce que quand moi j'ai vu le travail qu'on fait pour pouvoir être à jour. Écoutez, au moins ça vous étonne pas? Non. Quand je vois le travail qu'on fait pour pouvoir être à jour, au moment où ils étaient en train de discuter, de rechercher Sodinou, de bavarder, nous on veillait sur les listes, pour les communales, on veillait. Et je disais, vous connaissez le mal. Je disais à des amis, vous avez vu comment ils sont occupés à rechercher Sodinou et autres, ils seront en retard pour les communales. Moi je disais ça. Mais sinon, c'est pas de la blague. Vous auriez pu les aider. C'est votre collègue. Non, on ne peut pas. Chacun est dans son couloir. Vous avez les moyens au niveau de la mouvance de... Non, chacun est dans son couloir. Les moyens pour rechercher ce Non, pas du tout. Mais on n'a rien à foutre avec ça. Alors, tout ceci, quand même, a fait que le processus, en tout cas, c'est un peu tendu au niveau... Ce n'est pas tendu, c'est l'animation. Ce n'est pas du tout tendu. C'est la vivacité de la démocratie que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas du tout tendu. Je pense que c'est le silence politique
qui auraient pensé au contraire. Si on ne parlait pas un peu, ce que vous voyez comme étant tendu, s'il n'y avait pas tout ça, on ne serait pas en train de rigoler. On rigole quand même. En tout cas, certains sont des spectateurs joyeux, certains s'en offusquent, certains plaignent d'autres. C'est comme ça la République, hein. C'est ce qui se passe dans la République, hein. C'est comme ça. Et moi, je ne pense pas que la situation s'est tendue. Bon, c'est ce qui a toujours passé en politique. Mais ce que nous voulons reprocher, la seule chose que nous voulons refuser, c'est de vouloir remettre en cause l'action publique. Ça, on ne veut plus ça. Mais vous pouvez critiquer. Vous pouvez balbarder comme vous voulez. Mais quelles sont les raisons de remise en cause? On peut l'utiliser, non? Ah bon? C'est des moyens légaux, ça? La remise en cause, c'est un moyen légal? Selon vous, quand quelqu'un a été élu sur la base d'un projet de société et qui conduit son action, vous allez vous lever pour remettre en cause son action. Vous pensez que c'est légal? Non, ce n'est pas légal. Et je pense que désormais maintenant, nous avons plus mis un nom à cela et un organe est là pour veiller au respect de cela, pour que ce à quoi on était habitué, qui ressemblait un peu de la pagaille, du désordre, que on puisse arrêter cela. Un gendarme politique, vous dites qu'on peut critiquer et en même temps vous dites qu'il ne faut pas remettre en cause. Et lorsque, par exemple, un ancien président de la République parle, vous dites que sa parole est forte, sa parole a beaucoup de sens. Mais si dans sa parole, il critique, vous faites votre lecture, vous dites que c'est pour remettre en cause ce qui est en train d'être fait. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? On sait faire la différence entre la critique objective. Vous avez l'instrument. Non, mais le bon sens. Vous avez le bon sens. Tout le monde est doté de bon sens. Quand quelqu'un critique de façon objective et fait des propositions, mais on est content. On dit, mais oui, c'est bien, ce qu'il dit est pertinent. Mais quand quelqu'un est aussi dans le déni total et dans la tentative de remise en cause systématique, on le sait aussi. On est doté de bon sens. La déclaration des démocrates, là, oui, c'est une remise en cause de ce que vous avez fait. Ce qui est dit là. C'est un exemple que je pense. Si le Sénat devrait apprécier ça, Non, ils ont les voies de recours, comme je vous l'ai dit. Non, mais là, déjà, la déclaration, est-ce que c'est une tentative de remise en cause? Non, c'est parce qu'ils ont utilisé des mots. Ils n'ont pas tenté. Mais le refus, arraché par la fraude, le refus, c'est des explications immédiates. C'est leur droit de dire nous refusons, encore qu'ils se fassent donner raison. C'est leur droit de dire je refuse, mais c'est verbal. Il faut qu'ils aillent se faire donner raison par les institutions, les instances appropriées. Il faut qu'ils utilisent des voies de recours pour se faire donner raison. La communauté internationale qui suit les démocrates et qui entend, on a volé des voix. Et vous pensez que c'est du tripatouillage, c'est ci, c'est ça. Vous pensez que c'est... Oui, comme ça, ce faisant, ils jettent du discrédit sur le pays, sur l'image du pays. C'est une tentative de remise en cause. Mais oui, et ils savent que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire là. Pertinemment, ils savent que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire, mais ils le disent quand même. C'est pour pouvoir s'attirer de la sympathie des populations, de tous ceux qui croyaient en eux. Mais je pense que pour moi, c'est malhonnête. C'est très malhonnête. Hein? Ceux qui l'ont dit savent pertinemment qu'il ne s'est rien passé de grave à l'Assemblée nationale. Mais il faut s'accrocher à quelque chose. Sinon, leurs bases vont trop les lyncher. Et c'est pour ça. Mais c'est malhonnête. Ce n'est pas franc jeu. La tendance a changé un peu sur le terrain maintenant avec les démocrates, ce qu'ils disent pour s'attirer la sympathie. Non, il y a beaucoup qui se déconnectent d'eux maintenant. Il y a beaucoup qui comprennent qu'ils ne sont pas dans la bonne démarche. Rien qu'à voir le flot de démission de leur rang et le flot d'adhésion que nous recevons dans les partis de la mouvance. Il faut savoir que les gens commencent à comprendre que c'est pas la bonne méthode de toujours contester. Il y a certains qui sont las de leur déclaration maintenant, même leurs propres militants qui n'y croient plus. Je lis sur les réseaux, sur leur propre page, beaucoup de leurs militants qui disent non, maintenant là, trop c'est trop, on ne vous comprend plus. On va finir avec une dernière question. L'autre grosse actualité, honorable, c'est le vote du budget de l'État, exercice 2026. Vous êtes le président de la commission des finances. On imagine qu'à ce moment, vous êtes un peu justement dans ces dossiers-là. Vous en êtes où concrètement? Et oui, il faut dire que le programme budgétaire est établi. Et on a conduit ce programme déjà. On a commencé par les ateliers, les séminaires d'appropriation du contenu du projet de loi de finances. Tout ça là est fini maintenant. Et dès demain, nous commençons ce qu'on appelle les audiences publiques. Nous allons recevoir
les organisations de la société civile, les centrales syndicales, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, le patronat du Bénin, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin, l'Association nationale des communes du Bénin, la NCB. De demain à mardi, nous allons recevoir tout ce beau monde qui viendra nous dire leur perception du contenu du projet de loi de finances, s'ils ont des suggestions d'amendements à faire pour qu'on les députés s'en servent pour faire des amendements, donc ils vont nous les soumettre. Et après cela, à partir de jeudi, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances viendra exposer donc, et soumettre à discussion le contenu du projet de loi de finances pour ouvrir ainsi le bal du passage des ministères sectoriels et des institutions de la République. Cela nous conduira jusqu'au 27 novembre, puis à partir du 28 novembre, nous ferons la discussion générale sur le projet de loi de finances, les rapports spéciaux, puis on va finaliser le rapport général qu'on va déposer au président de l'Assemblée nationale qui, dans un délai de 72 heures, convoquera la plénière pour le 4 décembre. Et je pense le 4 décembre, au soir, le Bénin sera doté donc du budget 2026. On en aura fini. Je pense que voilà le programme que je viens de vous exposer de façon succincte. Le projet de budget, bon, sans travail de secret, qu'est-ce que cela nous réserve en 2026? Ben, je ne sais pas, attendons de voir, je ne vais rien révéler ici. Je ne suis pas venu spécifiquement pour le contenu du projet de loi de finances. Mais ce qui est public et que vous devez connaître, c'est que le projet de loi de loi de finances gestion 2026, pour le total du budget est cumulé à 783 milliards. Et ça, hein, je pense bien. Le franc CFA, donc j'ai dans mon introduction la fois passée dit qu'en 10 ans, on a presque quadruplé la capacité de mobilisation des ressources pour notre pays. C'est cela qui a fait que notre pays a changé considérablement de visage, de physionomie en 10 ans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Honorable, vous avez un message aux téléspectateurs, aux Béninois? Je voudrais vous remercier pour m'avoir donné la possibilité de venir donc expliquer aux Béninois ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en ce qui se concerne la révision de la Constitution, pour dire que nous n'avons rien fait de mal que de décider d'apporter donc de la touche confortative à notre loi fondamentale pour permettre de stabiliser l'action publique, la stabilisation institutionnelle de notre pays, et permettre que la stabilité et la cohérence dans la conduite de l'action publique soient au rendez-vous. Nous avons créé la trêve politique pour permettre plus de concentration des pouvoirs publics à approcher et à trouver solution aux nombreux problèmes auxquels notre nation est confrontée en vue de la propulser sur le chemin donc du vrai développement. Voilà. Gérard Benonchi est le président de la commission des finances, député UP Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Il a accepté de venir discuter avec nous ce matin sur Zone Franche, que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Eric. Merci à vous pour la conduite de ce débat. Merci à tous nos téléspectateurs et à l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain avec le bon plaisir.